S'il y a bien une série aussi catastrophique que Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, c'est la série Star Wars Acolyte, qui va à 300% dans tout ce qui est wokisme, dégradation de licence, enfin dégradation, anéantissement de licence. Et pour remonter la pente, Disney, pour rétablir le lien de confiance avec les fans de Star Wars, ont eu une idée de génie. Ils inventent un Stormtrooper transgenre. Attention, please. Star Wars compte désormais des Stormtroopers transgenres. Youhou. Alors, ceux qui connaissent Star Wars et l'univers un peu plus complexe savent que c'est très compliqué. Hein. C'est comme des robots non-binaires à peu près. Mais bon. Avec de nombreux personnages et intrigues qui transcendent les rôles et genres traditionnels, Star Wars n'a jamais vraiment été une franchise qui s'est limitée à ce que l'on pourrait considérer comme un univers fermé. Pour consolider cette idée, le livre Star Wars, Les secrets des soldats clones, inclut des informations sur Sister, le premier soldat clone transgenre de la franchise Star Wars. Comment tu clones un transgenre du coup? L'inclusion du personnage historique a été saluée par de nombreuses personnes qui considèrent cette initiative comme une étape positive vers une représentation diversifiée, tandis que d'autres sont allés jusqu'à appeler au boycott de la franchise de science-fiction bien aimée. Ils sont au courant que les clones de Star Wars, les Stormtroopers, c'est censé être des méchants ultra fascistes. Bon, bref. Évidemment avec les couleurs du drapeau trans, hein. Évidemment. Lorsque Star Wars est sorti pour la première fois au cinéma en 77, on ne s'attendait pas à ce que le film devienne la franchise à succès qu'elle est devenue au cours de ces 5 dernières décennies. Mais depuis lors, la franchise a continué à être à l'avant-garde non seulement de la redéfinition d'un genre entier, mais aussi de la repousse des limites et de la création des personnages riches et uniques. Avec Sister faisant désormais officiellement partie du canon de Star Wars, le soldat clone perpétue la tradition selon laquelle le non-conformisme fait partie de la norme. Et du coup, ça fait plus partie de la norme. Hein. Sorti le 8 octobre, Star Wars Les secrets des Clone Troopers est décrit comme un livre dans l'univers qui permet au lecteur de découvrir les secrets derrière l'armée des clones de la galaxie, depuis leur origine sur la planète Kamino jusqu'à la calamité de l'Ordre 66. L'auteur du livre se révèle être le capitaine clone Rex, mais dans la vraie vie, il a été écrit par le scénariste de bande dessinée indépendant Mark Sumerak. Il ressemble à quoi, Mark Sumerak? Il ressemble à ça, Mark Sumerak. Le livre comprend une description du personnage de Sister, un soldat clone du 7e Sky Corps, qui devient non seulement le premier Stormtrooper transgenre de Star Wars, mais aussi un personnage qui ouvre la porte à la possibilité que des personnages trans clés soient présents dans la franchise dans un avenir proche. Alors, souvenez-vous, on avait parlé dans la playlist dédiée à Star Wars, Disney prévoyait un Jedi trans. Et aussi, il y avait aussi des Jedi trans et non-binaires. Déjà, hein, il y a déjà eu des trans non-binaires en tant que Jedi. Devinez quoi? Ça a bidé. Ça a bidé. Et les Jedi étaient jugés pas assez woke. Dans sa description, le parcours transgenre de Sisters dans Star Wars se résume à un paragraphe succinct qui évoque brièvement sa psychologie et sa réticence initiale à révéler sa véritable identité. Lorsqu'une des nôtres exprimait son identité de genre différemment de ses camarades soldats, elle se disait qu'elle devrait cacher qui elle était vraiment à l'intérieur. Heureusement, ses frères du 7e Sky Corps lui ont donné le nom de Sisters pour lui rappeler constamment qu'elle appartient à l'armée. Peut-on lire dans le livre. Ou lui ont donné le nom de Sisters pour lui rappeler constamment qu'elle faisait pas partie d'eux, en fait, et qu'elle était à part. Bien que ce soit la première fois que Sister soit interprétée comme le premier personnage transgenre de Star Wars, elle a déjà été mentionnée une fois auparavant dans les romans de 2022 de Star Wars, le Queen's Hope, de l'auteur E.K. Johnston,
Sister s'était présenté en train de se battre aux côtés d'Anakin Skywalker et d'Obi-Wan Kenobi pendant le tristement célèbre Guerre des clones. Anakin a été brièvement surpris par Sisters et par la rapidité avec laquelle elle a été apparemment acceptée par ses camarades soldats clones sans problème. Bah oui, on est dans un univers avec une armée ultra fascisante, hein, on va pas se mentir, l'Empire, tout ça. Mais par contre, l'acceptation, le non-mégenrage, la transphobie, non, ça... Normalement, ils sont censés défoncer tout ce qui ne convient pas à eux. Et dès que ça dévie de 1%, c'est direct, ils te brûlent, ils te déboîtent. Mais là, tu vois, accepter sans problème. Youhou! Waouh! Quel méchant, hyper méchant. Cependant, Anakin n'était pas le seul à être inquiet. Lors de leur brève rencontre, Sisters a reconnu à quel point elle était incertaine quant à l'acceptation des Jedi à son égard. Ah, les Jedi sont transphobes. Mais l'Empire me prend à ma juste valeur. Les Jedi sont tous là pour transcender les choses, lui a dit Anakin. Je ne pense pas que nous puissions nous plaindre si tu as transcendé le genre. Bien sûr que Sisters a été accepté comme le premier soldat clone transgenre de Star Wars par les personnages de l'univers. Certains fans ont été offensés par l'inclusion du personnage, certains qualifiant cette décision de dégoûtante ou de briseuse de tradition. Depuis sa sortie le 8 octobre, Star Wars Le Secret de Clone Trooper a reçu un nombre modéré de review bombing sur Amazon, avec une majorité de notes de 1 étoile, pesant sur la note globale du livre. Ah ouais? On peut le voir Tiens, je pensais qu'ils allaient mettre le lien vers le livre. Il y a un autre article qui est assez intéressant. The Acolyte, un nouvel échec du wokisme soporifique qui s'est installé chez Disney. Puis né en 1975, 2 ans après la sortie du premier film de la saga Star Wars, et mon enfance a été étroitement liée à ces films. Les Anneaux de Pouvoir, ça c'est... les 3 premiers volets de la saga sont les films... Non, pareil, les Anneaux de Pouvoir, j'ai pas fait de vidéo. Les Anneaux de Pouvoir, la saison 2, maintenant, les orques, ils ont des familles, des enfants. Et maintenant, le narratif qui est poussé, c'est qu'ils sont pas spécialement méchants que ça. Ils veulent juste trouver, et ils s'inquiètent pour leurs enfants et leurs femmes, ils veulent juste avoir une meilleure situation de vie. Dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, ils ont réussi à faire en sorte que les orques soient vraiment le reflet des clandestins au QTF et réfugiés qu'on se chope en Occident. Ils sont vraiment allés là-dedans maintenant. C'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Les 3 premiers volets de la saga sont les films qui m'ont le plus fait découvrir le genre de la science-fiction, avec un film sorti en 79 qui m'a toujours fasciné. Le Trou Noir, produit par Disney. Pourquoi ça me fait rire? Je n'aurais jamais imaginé alors que cette étiquette finirait par me méfier de tout film ou série télévisée. Hier, Disney a annoncé qu'il avait décidé d'annuler The Acolyte, la dernière série de l'univers Star Wars, après seulement 1 saison. La série avait suscité un intérêt considérable au début, mais elle a de plus en plus déplu avec de nombreux fans de Star Wars. Les fans de la série ont suggéré que le fiasco était dû au racisme, évidemment, à l'homophobie, évidemment, et à la haine, évidemment, alors que c'était juste nul, mal écrit, avec un forcing de l'agenda woke et LGBT stratosphériquement dégueulasse. Il n'y fait d'y affaire, avec des personnages extrêmement mal écrits. Après l'apparition de sorcières lesbiennes dans la série et d'autres controverses, la réalité est obstinément différente. Le soi-disant wokisme, une obsession identitaire de la gauche, détruit depuis des années des films et des séries en essayant de les utiliser comme véhicule pour promouvoir une vision du monde dans laquelle être un homme blanc et hétérosexuel équivaut à être un paria. C'est aussi l'agenda politique de Ubisoft. Souvenez-vous, on a analysé et le rapport financier de 2023 et le rapport financier de 2024. C'est précisé dans le rapport financier qu'ils doivent éduquer et sensibiliser les joueurs sur ces questions-là. Faire des bons jeux, ça ne les intéresse pas. Ils doivent sensibiliser les joueurs sur ces questions-là. Donc faire du forcing. Faire de la diversité et comment inclure la diversité et l'inclusion dans les jeux. Ah, les jeux, ils marchent pas, je comprends pas. On fait des bons jeux. Non, vous faites pas des bons jeux. Vous faites des jeux avec un agenda politique pour éduquer les joueurs à ça.
Vous faites pas des bons jeux. Vous faites de l'embrigadement, de la militarisation. Vous dévoyez le jeu vidéo à des fins politiques dégueulasses. Dans l'Acolyte, les protagonistes étaient des femmes, ce à quoi je n'ai aucune objection, si ce n'était pas le fait que cela soit utilisé comme vendre un discours idéologique de gauche, selon lequel les femmes représentent tout ce qui est bon et les hommes tout ce qui est mauvais. J'ai envie de faire caca, je vais faire une pause après la vidéo. Il est évident que l'on peut réaliser des œuvres idéologiques de grande qualité. Même des mouvements totalitaires comme le communisme et le nazisme, deux idéologies que je trouve répulsives, ont produit des grands bijoux cinématographiques grâce au talent des cinéastes comme Sergei Eisenstein et Leni Riefenstahl. Cependant, le wokisme tente de compenser le manque de talent par l'idéologie, et ce faisant, il échoue. Et ce qui est rigolo, c'est que ils ont l'excuse de si ça échoue, ah mais c'est parce qu'ils sont racistes. Comme ils ont poussé ça uniquement par politisme et idéologie, et que la qualité n'a rien à voir là-dedans, c'est que si tu refuses, bah t'es anti ça. T'es raciste, politique, transphobe, tout ce que tu veux. The Acolyte est un exemple très coûteux de cet échec. Il a coûté 180 millions de dollars. Une nouvelle source de perte pour la société de production de Mickey Mouse. Vous vous rendez compte que The Acolyte a coûté 3 fois moins cher que Concorde. Bien sûr, si The Acolyte a échoué, ce n'est pas parce que la grande majorité des fans de Star Wars sont conservateurs. Je suis sûr que ce n'est pas le cas. En fait, il est probable que beaucoup de ces fans soient politiquement proches de la gauche. Et c'est vrai. Star Wars, ça t'apprend l'ouverture, hein, mine de rien. C'est progressiste, Star Wars. C'est comme Star Trek. Les films Star Trek, il n'y a pas plus progressiste et woke que ça, les vrais. Je trouve qu'ils sont bien écrits et c'est bien amené. Le problème est qu'un mauvais produit conçu pour endoctriner finit par contrarier même ceux qui vous sont le plus sympathiques. Surtout lorsque les idées que vous entendez promouvoir traitent le simple fait d'être un homme blanc ou hétérosexuel comme un problème, attirant l'antipathie de plusieurs millions de personnes, même des personnes de gauche, qui commencent à en avoir assez d'être diabolisées en raison de leur sexe, de leur couleur de peau ou de leur orientation. Le pire pour Disney est la façon dont le wokisme affecte sérieusement son image de marque. Il y a quelques années, cette société de production était la garantie que vous pourriez aller au cinéma voir un bon film avec vos enfants et que tout le monde sortirait de la salle heureux. Aujourd'hui, Disney inspire la méfiance à de nombreuses familles qui ne savent pas par quelles nouvelles idées idéologiques elles seront surprises à chaque nouvelle production. Et il résume tellement bien. Il résume tellement bien. C'est pour ça que tu vois, un des meilleurs films où j'ai pris mon pied récemment, c'est Beverly Hills 4. Et pourtant, il est produit par Netflix. Mais j'imagine que Eddie Murphy, dedans, a eu la main très lourde sur la main prise sur tout ce qu'il faut faire. Il est parfait. Beverly Hills 4, on dirait un film sorti dans les années 90. C'est une suite parfaite à Beverly Hills 3. C'est un petit bonbon sucré. Si t'es fan de la trilogie. Comme si cela ne suffisait pas, le wokisme, et en plus, Murtaugh est décédé quelques mois après. C'est vraiment triste. Bah après, il était très vieux, mais c'est cool, quoi. Comme si cela ne suffisait pas, le wokisme de Disney a également fini par détruire... Au moins il a fait ce dernier round d'honneur, on va dire, avec ses copains. Attends, il y a un 4 ? Ouais, produit par Netflix. Et franchement, je t'invite à le regarder. Hein. Il est vraiment cool. Moi, j'ai passé un excellent moment. Alors bon, tu sens qu'ils sont tous au bout du rouleau. Hein. On va pas se mentir. Ils sont tous au bout du rouleau, hein, les acteurs. Tous. Mais c'est normal. Mais c'est une Madeleine de Proust. Franchement. Foncez le regarder. J'ai passé un excellent moment. L'écriture des personnages est bonne. L'évolution des personnages est bonne. Tu revois lui, là, pendant un moment. Le français. Bref, c'est vraiment un dernier round d'honneur. Extrêmement bien foutu. Extrêmement bien foutu. Moi, franchement, j'ai passé un très bon moment. Et pourtant, c'est Netflix. Comme quoi, ils peuvent faire des trucs bien. Pas Beverly Hills, mais le flic de Beverly Hills. Oui, non, je pense que tout le monde a compris.
Il n'y a pas la voix du doubleur FR. Oui, mais tu sais, il y a eu 40 ans entre les deux. C'est un peu compliqué. Il n'est pas décédé d'ailleurs. Comme si cela suffisait pas, le wokisme de Disney a également fini par détruire d'autres marques acquises par cette société comme Marvel ou Pixar. Et pour les mêmes raisons a conduit de nombreux adeptes des deux marques à se méfier d'elle. J'étais un grand fan de Pixar avant que Disney ne l'achète. Je savais qu'aller voir un film Pixar m'assurait de passer un bon moment au cinéma. Maintenant, je n'envisage même pas d'aller voir un film portant cette étiquette. Je n'ai même pas envie d'aller voir Vice Versa 2, 10 ans après avoir beaucoup aimé le premier volet, parce que je ne veux plus risquer de payer un ticket de sortir du cinéma déçu. C'est ce que Disney a réussi à faire. Et il a totalement raison là-dessus. Totalement raison là-dessus. Le paradoxe, c'est que Walt Disney, qui était conservateur et anticommuniste, n'a jamais voulu introduire de politique dans ses œuvres. Je me demande ce qu'il dirait en voyant ce que font certains activistes woke avec la marque qu'il a portée au sommet du monde du divertissement. Moi, ce qui est toujours pareil, BioWare, Blizzard, Ubisoft, Activision, c'est des projects. Ils ont porté des œuvres et des licences Disney. Ils ont porté des œuvres et des licences qui sont devenues des légendes à échelle mondiale. Et d'un coup, ils te disent, ces films, ces jeux vidéo, ils n'étaient pas spécialement bien. On va faire des jeux vidéo adaptés à la modernité de l'audience de maintenant. Ça bide. À votre avis, pourquoi c'est devenu des légendes, ces films et ces jeux vidéo? À votre avis, vous pouvez refaire la même chose aujourd'hui, ça deviendra des légendes, hein? Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner à votre avis, votre opinion sur tout ça. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien et à bientôt pour d'autres aventures. Attention, please. Oui, voilà, Medondo est mort en 2019. Et tu vois l'importance de l'IA? L'importance de l'IA. Medondo est une des voix les plus emblématiques du doublage français. Avec l'IA, on pourrait continuer à conserver sa voix, en fait. La question se pose. Du coup, il n'y aura plus de nouveaux doubleurs au bout d'un moment. Parce que tu ne remplaces pas un Medondo. Et les autres. Compliqué comme question. Et du coup, avec l'IA, on pourrait revoir des Eddie Murphy. Ad vitam aeternam. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait des jeunes acteurs? Ils pourront jamais se battre derrière un Stallone, Schwarzenegger, Eddie Murphy, Wesley Snipes et d'autres.